Mesdames, Messieurs, bonjour, ici Michel Lacroix, en compagnie de Jean-Sébastien Légaré. À l'émission 19e cette semaine, la jeune Québécoise Anne-Catherine Tanguay, qui évoluera régulièrement sur le circuit de la LPGA. Jean-Sébastien, toi, petit voyage en Californie. Oui, on a été du côté des bureaux chefs de TaylorMade pour rencontrer Beau Hassler. Très intéressant comme jeune homme, 24 ans seulement, très mature, et il nous explique son ascension sur le circuit PGA Tour. Également avec nous cette semaine, un comédien, réalisateur et producteur, Louis Morissette est au 19e. Tout ça et plus encore donc à ne pas manquer. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. La rencontre de la semaine est une présentation du club de golf Atlantide, plongé dans le monde de l'Atlantide. En compagnie de Louis Morissette. Louis, bienvenue à l'émission au 19e. Ça fait plaisir d'être là. Parler de golf, ça va. Ouais. Est-ce que c'est une première entrevue de golf dans le monde professionnel? Je pense que oui, oui. On a commencé ça comment? J'ai commencé, je pense, j'ai commencé quand j'étais plus jeune, j'avais du temps, jeune adulte, j'avais plus de temps. Puis en fait, les sports en général, j'aime bien ça, là, puis je suis pas mal à la télé, des choses comme ça. Fait que je commençais à jouer, mais je suis pas très bon. Puis en fait, là, mais c'est le fun sur comme sur la persévérance. Ça travaille beaucoup la personnalité des individus, je trouve, le golf. Plus jeune, j'étais plus intempestif, plus impatient. Okay. J'avais bien de la misère. Je me calmais un peu en vieillissant. Ça rentre un peu graduellement, mais il faut que tu joues souvent pour être bon. Mais si on retourne au départ, comment ça a été quoi ta première initiation? Je pense que mon père jouait un petit peu, fait que j'allais frapper des balles avec lui, puis c'est une façon un peu de bander avec mon père. Ce que je fais avec mon garçon, qui a 13 ans maintenant, fait qu'on va driver un peu des balles de temps à autre, c'est rare, mais je le fais 3-4 fois par été, tu sais. Puis donc, c'est comme ça que ça m'est venu, puis c'est l'aspect de compétition. Moi, généralement, il y a une balle, un bâton, là, c'est sûr que ça va me retrouver, là, baseball, tennis, là, je joue à toutes ces affaires-là. Est-ce qu'on écoute le golf à la télé, les événements majeurs? Toujours. Oui, j'ai su chaque week-end pas mal, j'essaie de voir ce qui se passe, tu sais. Puis les jeunes sont tellement bons. C'est malade. Les athlètes de plus en plus. Ah, c'est malade. Mais Rory, il y en a un que Rory McIlroy, je l'aime bien. Il n'est pas très grand, mais il n'est pas très grand, il est assez compact, mais tu vois que les gars sont en shape, ils ont des bras, des jambes, on est très loin de Daly et tout ça. Là. Ça a évolué. S'il y a un élan technique que tu veux transposer dans celui de Louis Morissette, c'est lequel qu'on aimerait copier? Je vais pas. Je sais pas de prendre de trucs de ces gars-là. Tandis que, tu sais, on dit tout le temps force pas. Puis tu arrives, tu vois Tiger, il tape, il force de partout. Il n'y a pas un muscle qui force pas. C'est pas vrai qu'on force pas au golf, là, mais bon, il faut bien forcer. Ouais. Est-ce qu'on est prêt à appliquer ça? Non. On va l'essayer. OK. La pause. Hey! Je peux savoir la cassette, s'il vous plaît? Est-ce que c'est possible de me suivre tout le reste de la ronde, s'il vous plaît? Tu vois, il y a un TV, je joue mis en TV. Voilà. Merci pour cette entrevue. Merci, je vais retourner sur le tour. Notre question de la semaine concerne deux vedettes légendaires du monde du golf professionnel, Jack Nicklaus et Arnold Palmer. Ils ont inscrit le record pour le plus grand nombre de saisons consécutives avec au moins une victoire. Est-ce que c'est A, 11, B, 15 ou C, 17? Je vous reviens avec la réponse dans quelques instants. Alors, notre question cette semaine, combien de saisons consécutives avec au moins une victoire, tant du côté de Jack Nicklaus que du côté d'Arnold Palmer? La réponse, 17 saisons de suite avec au moins une victoire. Celui qui actuellement détient la meilleure marque à ce chapitre est Dustin Johnson, qui a remporté au moins une victoire à ses 11 dernières saisons. En compagnie d'Anne-Catherine Tanguay. Anne-Catherine, merci de nous accorder cette entrevue. Merci. Alors, on est à une autre année sur le circuit de la LPGA. Je sais que tu as passé par-dessus un autre 8 rondes de qualification pour obtenir ta carte pour 2019. J'aimerais ça qu'on revienne dans le temps un peu. Tu nous expliques ta saison 2018, comment tu l'as vue maintenant qu'elle est derrière toi.
Oui, en fait, c'est sûr que j'ai eu un départ un peu lent, je dirais. Ma première moitié de saison a été un petit peu plus difficile, mais j'ai continué vraiment à travailler fort. Écoute, j'ai continué à mettre les efforts, puis à un moment donné, après, on a eu un camp d'entraînement avec l'équipe nationale, puis ça a vraiment cliqué pour moi. J'ai commencé vraiment à avoir des bonnes performances, puis là, j'avais beaucoup de momentum, j'ai bâti ma confiance. Puis en fait, j'ai vraiment fini la saison en force, puis ensuite, il a fallu que je retourne aux qualifications du Q-School, mais ça a super bien été parce que je pense que j'étais à une bonne place autant dans ma game que mentalement. Donc, la fin de ta saison a permis de justement bien performer pour les qualifications. Justement, quand tu dis que tu as terminé en force, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de ton jeu? Est-ce que c'est technique, c'est mental? Ton équipe autour de toi, ça a été quoi le déclic? J'ai fait surtout un gros shift de plus result-oriented à process-oriented. Ça a été vraiment très, très gros pour moi. C'est sûr que c'était gros ma première année sur la LPGA, puis tu sais, j'avais beaucoup d'attentes. Tu t'en rends pas compte, mais ça s'en vient en arrière dans ta tête tout le temps. Puis, fait que c'est ça. Fait qu'on a retourné surtout aux bases. Puis aussi, techniquement, je pense qu'il y a quelque chose qui a cliqué. Un petit... juste de travailler sur mon takeaway. Pour moi, ça a vraiment cliqué. J'ai été capable de retrouver mon swing plus comme je le sentais l'année dernière quand je la frappais bien. Donc, je savais que je bâtissais là-dessus. Puis, il fallait que je reste patiente. Pas le choix de parler de Jean-Hubert Trahan, ton copain depuis plusieurs années. Est-ce que la décision était difficile de dire tu vas venir sur le sac avec moi, en voulant dire tu vas travailler comme cadet, ou ça a été une décision plus compliquée que tu le pensais? Non, ça a vraiment pas été compliqué. Okay. Je pense qu'on voulait vivre ça ensemble, tous les deux. Puis Jean-Hubert qui est assistant professionnel à Laval-sur-le-Lac, il avait dit à son boss, il dit, garde, il dit, quand Anne-Catherine va aller chercher ses cartes, je m'en vais avec elle. Puis tu sais, c'est parce que il y a beaucoup de monde qui nous regarde et dit « Ah, je serais pas capable de faire ça », mais je pense que nous autres, on a tellement... on a une compatibilité dans nos personnalités, puis comment on voit les choses, comment on travaille, qui marche extrêmement bien. Là. Vous êtes capable de séparer professionnel, personnel? Je pense que la plupart du temps. Ça peut être ça, la clé du succès. Oui. Super. Mais écoute, pour 2019, évidemment, on a appris de 2018. Quels sont les objectifs? Au niveau processus, évidemment, et non résultat. Oui. Si on garde en tête qu'est-ce qu'on veut atteindre, c'est quoi les objectifs pour 2019? Pour moi, mes objectifs, c'est vraiment de regarder, on a parlé beaucoup du big picture, de regarder à mes statistiques côté les averages aussi. Fait que toujours de se faire une idée globale, puis de pouvoir continuer à se dépasser de semaine en semaine. Puis moi, mon but, comme c'était au Q-School, c'était vraiment d'aller jouer le plus près possible de mon potentiel maximum. Puis c'est vraiment ça que je veux réussir à aller faire cette année. Je veux être moi-même, je veux être libre sur le terrain de golf. Puis je vais avoir du plaisir, vraiment, là. C'est ça que... je suis ici, ça va être ma 3e année sur la LPGA, puis je l'ai mérité. Fait que je vais aller m'amuser un peu. Tout à fait. On te souhaite de t'amuser, d'avoir de bons résultats. Et le Québec, on est tous derrière toi. Merci beaucoup. Merci. You know, I try not to think too much about results. I try and just focus on process. And I felt like I had a pretty good process last year, but towards the end of the year, I was getting a little bit scatterbrained with what I was doing with my golf swing. And I think this year I have a really good plan about what I need to do, and I think if I can stick to that and really effectively accomplish my process goals, that there's going to be some great results. And last year I had flashes of brilliance. I think that I had a really good plan. It was just a matter of kind of adjusting on the fly a little bit too much. Played so much my rookie year, 29 events, and I'm looking forward to not playing that much this year, being a little bit more methodical in the tournaments I select to play. Fortunately, with the experience I've had last year, seeing all the courses and everything, I'm able to make educated decisions, whereas before I hadn't seen them. I was kind of playing blind every week I would go out there. The thing that's tough is the travel. I mean, for me, I'm not away from a wife or kids or anything like that, but even so, not being home is tough. I mean, I'm used to being home, sleeping in my own bed at least, and that doesn't happen as much as it used to, but at the same time, I mean, I do what I love for a living. It's a pretty good spot to be. I want to make sure that those events I'm fully rested for and fully prepared for. I don't want to go in having played 3 or 4 in a row before a big tournament. I want to make sure that I've had,
you know, some time to really prepare, and then had a little bit of time to compete prior as well. So, yeah, I'm not too familiar yet with where everything has moved. Obviously, like you said, some have moved significantly. There are certain places that I will play no matter what, and there are certain places that, depending on where they fall in the schedule, that unfortunately they might be out this year. I've grown up watching Tiger since I was so young, win tournaments, and obviously it's been a bigger than life really for any golfer growing up in my generation. So to have an opportunity to compete with him is spectacular. Certainly, like you said, his game is in phenomenal shape. He's very responsible for where the game of golf is right now. I mean, we owe him so much, and to be able to share the stage with him is awesome. I think, you know, he's going to be competitive so long as he can stay healthy for a good number of years from here on in. So I'm hoping to have a chance to compete against him. And, you know, I mean, you're playing the golf course, but undoubtedly he's going to be in contention. So hopefully to be there with him one day. Ce conseil de golf est une présentation du nouveau bois de départ Epic Flash de Callaway. Un des premiers éléments qu'un enseignant va voir avec son ou ses élèves, c'est définitivement la prise. Donc, que vous soyez débutant ou que si vous aviez des questions à ce sujet-là, je vous invite à porter attention aux éléments que je souhaite couvrir. Il n'y a pas une seule méthode avec laquelle on se doit tenir le bâton, puisque dans le passé, il y a de nombreux golfeurs avec des prises qui sont peu orthodoxes, qui ont eu énormément de succès. Par contre, il y a 3 éléments qui sont primordiaux à éviter lorsque vous saisissez le bâton. Donc, le premier, c'est d'avoir un bâton qui se situe trop haut dans la paume de la main du gant. Cette faute-là survient lorsque le bâton est placé trop haut dans la main du gant. La poignée traverse ainsi la paume en plein centre de celle-ci. Ça limite votre capacité à utiliser efficacement vos poignets et rend très difficile la création d'un bon armement de poignet lors de l'élan, ce qui est très important lors d'une production de gestes puissants. Je préfère avoir la poignée un peu plus basse dans la main avant, de sorte que la poignée passe en diagonale sur le coussin créé par la portion charnue de votre main jusqu'à travers la base de votre index. Donc de cette manière-là, en tenant le bâton davantage dans les doigts, les poignets vont jouir d'une belle liberté de mouvement lors de l'élan arrière, ce qui aidera tous les golfeurs à générer puissance et constance. Le deuxième élément que je souhaite couvrir avec vous, c'est lorsqu'on voit la prise, on recommande souvent une prise entrecroisée aux golfeurs. Par contre, je vois souvent que ça peut poser problème puisque les golfeurs viennent qu'à entrelacer leurs mains de façon trop profonde. De cette manière-là, le bâton vient qu'à se loger dans les paumes. La prise entrecroisée trop profonde provient de l'auriculaire puis l'index de la main du gant qui sont entrecroisés comme ceci, c'est-à-dire les paumes sont maintenant orientées vers le ciel. Ça causera encore une fois des problèmes au niveau de la mobilité des poignets lors du geste. Je préfère que mes golfeurs commencent avec une prise où les 2 paumes se font face, de cette façon-là, pour ensuite prendre la prise à 10 doigts, du moins à leur début. Ensuite, le golfeur peut choisir par convenance ou par confort la prise entrecroisée ou celle superposée, tout dépendamment de laquelle qui les aide à mieux performer. En général, les dames et les enfants vont préférer opter pour une prise qui est entrecroisée puisqu'ils ont des mains et elles ont des mains plus petites. Le dernier point et une grande faute que je vois chez beaucoup d'amateurs, c'est la main arrière, celle qui n'a pas de gant, qui est beaucoup trop faible. J'ai vu très peu de golfeurs dans ma vie qui ont eu du succès avec cette prise-là. La prise faible, elle est définie quand la main arrière enveloppe la poignée en excès. De cette manière-là, le V formé par cette main-ci, le V formé entre l'index puis le pouce, pointe vers l'épaule avant, ce qui est une grande faute. Je préfère que les golfeurs placent leurs mains arrière légèrement plus sur le côté de la poignée afin que les 2 jonctions de l'index et du pouce pointent vers l'épaule arrière. Beaucoup plus facile de produire un geste puis une séquence qui est cohérente de cette manière-là. Deuxième point, la prise qui est faible, comme ceci, va avoir pour effet d'orienter les épaules du joueur vers l'intérieur. Lors du geste, une prise faible risque d'influencer l'ouverture du bâton ainsi que le plan d'élan sur lequel le bâton va voyager. Donc, si vous jumelez une prise faible ainsi qu'un alignement des épaules qui est ouverte, ce qui créera un plan extérieur-intérieur, bien, vous redoutez cette trajectoire-là, c'est-à-dire la fatidique slice.
sachez que ce sont que des recommandations que je vous recommande justement d'expérimenter. Je connais des golfeurs qui ont des prises qui sont un petit peu plus fortes. Certains ont des prises un petit peu plus faibles, mais jamais d'extrême. Donc, les 3 points qu'on vient de couvrir sont primordiaux puisqu'ils ont une influence capitale sur la position de la face de bâton à l'impact et la production d'un geste qui est puissant. Donc, pour une vérification, je vous recommande de consulter un de vos professionnels de la PGA du Québec, bien entendu. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Salut tout le monde. Cette semaine, deuxième chronique sur les nouveautés du côté des boîtes de départ, Sylvain. La semaine dernière, on a parlé de TaylorMade, on a parlé de Titleist et Ping. Cette semaine, on s'attaque à Callaway, Cobra et Wilson. On commence avec le nouveau boîte de départ Epic Flash du côté de Callaway, Sylvain, et on a une nouvelle technologie qui n'est pas visible à l'œil nu, mais qui est très avant-gardiste. Écoute, les ingénieurs de Callaway ont travaillé très fort et se sont servis de l'intelligence artificielle pour concevoir une nouvelle face de bâton. C'est un ordinateur ultra puissant qui a analysé 15 000 possibilités de fabrication au niveau de l'épaisseur de la face. Aucun travail humain ne peut produire une face comme celle-ci. Donc, on obtient un meilleur transfert d'énergie puisque son point de percussion idéal, ce qu'on appelle le sweet spot, bien, est plus efficace. On y retrouve aussi la technologie Jailbreak des années passées. Oui, depuis maintenant 3 ans, on retrouve chez Callaway 2 tiges en titane derrière la face et ça permet de solidifier la structure de la tête pour maximiser le transfert d'énergie à l'impact. Et côté ajustabilité, c'est quoi les options? En plus de l'embout ajustable OptiFit, la version Epic Flash standard a un poids amovible de 16 grammes situé en périphérie. Ça permet de modifier la position de centre de gravité de la tête selon vos préférences. On a aussi la version Sub-Zero qui possède une tête un peu plus compacte, un centre de gravité plus près de la face et le poids amovible pèse 12 grammes. Donc, c'est une version, Sylvain, qui s'adresse aux golfeurs qui génèrent plus de vitesse dans la zone d'impact et qui recherchent une trajectoire plus pénétrante. En effet. Maintenant, du côté de Cobra, les ingénieurs ont toujours eu de la difficulté à combiner 2 éléments, mais cette fois, on a réussi avec le King F9. Écoute, ils ont réussi à optimiser autant l'aérodynamisme et la position du centre de gravité. Mais bien souvent, l'un est fait au détriment de l'autre. Ici, la technologie Speedback est une semelle nouvellement redessinée qui combine les 2 éléments. Donc, plus de vitesse de balle à la sortie de l'impact. La couronne aussi a été redessinée. Oui, la couronne en carbone a une aide visuelle différente, mais est plus volumineuse qu'avant. Elle s'élargit vers la semelle, ce qui permet de sauver du poids et de le répartir en périphérie. Maintenant, place au bois de départ qui a remporté la compétition, la térialité Driver versus Driver 2, le Wilson Staff Cortex. Oui, une construction unique, alors que près de la moitié de la tête du Wilson Staff Cortex est faite de fibres de carbone. Donc, on maximise la stabilité de la tête qui a énormément d'ajustabilité. Oui, c'est ce que j'allais dire. Pour ceux qui aiment cet aspect dans le monde de l'équipement, on est vraiment servi. En effet, en plus de l'embout ajustable de la tige, on retrouve 2 poids amovibles aux extrémités de la semelle, en plus d'un 3e situé à l'intérieur d'un rail central, qui permet de multiplier les options. Comme on peut voir, Sylvain, ce n'est pas les options qui manquent et on n'a même pas abordé le sujet de la tige, l'ajustement de la tige. Écoute, pendant une session d'ajustement de bâton, là, on trouve vraiment la bonne tige pour le client, l'angle d'ouverture, le meilleur mix des deux et on compare avec ses propres bâtons. Merci, Sylvain. La semaine prochaine, les bois d'allée. Un modèle d'affaires qu'on voit de plus en plus dans l'univers du golf est l'union d'un complexe hôtelier avec un parcours de golf. Et d'ailleurs, je vous présente aujourd'hui un endroit qui s'inscrit exactement dans cette tendance, tout en nous permettant de décrocher en pleine nature. Bienvenue au Club de golf Mont-Gabriel. Monsieur Lavallée, j'aimerais vous entendre sur l'histoire du club de golf Mont-Gabriel, parce que c'est une histoire assez particulière pour un club de golf. Bien oui, tout à fait. Le club a été construit en 1990, qui est ouvert. Mais par contre, l'hôtel a été construit en 1936. À l'époque, c'était une maison privée qui appartenait à une des femmes les plus riches au monde, qui s'appelait Mme Hartford, qui était l'héritière des magasins A&P. Maintenant, si on parle plus du golf à vol d'oiseau, comment vous décririez le parcours dans sa géographie? Bien, à l'origine, ce qu'on voulait, quand on l'a construit en 88, c'est d'avoir un terrain de golf qui était près de l'hôtel. Alors, en sommet de montagne, on a designé avec des architectes un terrain qui était naturellement très montagneux, mais par contre, qui donnait des points de vue et un parcours qui était des plus intéressants.
Ici, c'est un 18 trous qui est complètement ouvert au public. C'est un 18 trous qui est ouvert au public. On a des membres, mais on organise des tournois de golf. On a la clientèle qui demeure à l'hôtel, qui prennent des forfaits avec le golf. Alors, ça fait un club de golf qui est assez complet. Oui, parce qu'on pourrait dire pratiquement ici, c'est un petit resort en soi. C'est un centre vraiment d'hébergement. On peut passer facilement un week-end sans s'ennuyer. Ah, tout à fait. On a le club de golf, on a un club de tennis, on a une piscine intérieure, piscine extérieure, un centre de ski. Alors, c'est quand même assez complet comme... Le spa aussi, si je me trompe pas. On a un spa, on est un centre de congrès aussi. On a jusqu'à 12 000 pieds de salle de conférence. Alors, on organise beaucoup de réunions d'affaires et de congrès. Et puis, pour revenir vraiment sur le parcours, là, si je vous demandais de choisir 2 trous que vous affectionnez particulièrement, des trous signature, ce serait lesquels? Celui-là, le premier. C'est lequel? C'est le trou numéro 8. C'est un par 3 dans l'arrière des Bleus qui est à peu près à 145 verges. C'est une île, alors le challenge est là. Naturellement, quand ils ventent, il faut savoir sélectionner le bon bâton. Et aussi, un de mes préférés, c'est le trou numéro 18, le dernier trou du parcours, qui est complètement au sommet de la montagne, à la même hauteur que l'hôtel, qui offre une vue spectaculaire sur le village de Saint-Sauveur et le village de Piémont. C'est quoi le défi pour les golfeurs ici? C'est pas le terrain le plus long. Il y a beaucoup de parcours qu'on va rencontrer dans la région de Montréal qui peuvent s'étirer jusqu'à 7000 verges. Le parcours de golf du Mont-Gabriel, dans l'arrière, est de 6100 verges. Par contre, c'est un parcours où on doit utiliser tous ces bâtons. J'aimerais maintenant vous entendre sur les verts. Est-ce qu'ils sont particulièrement difficiles ici? Ils ne sont pas très ondulés, les verts. Par contre, les verts sont en agrocide, en bent grass. Et on garde quand même une vitesse de 7 à 8 sur le stick meter. Alors, c'est quand même une bonne vitesse, pas trop rapide, mais qui reste un challenge. Et puis en terminant, pourquoi les gens qui nous écoutent devraient essayer le club de golf Mont-Gabriel, ceux qui ne le connaissent pas cet été? Parce que, on est les plus fins, on est les plus gentils. En toute modestie. Et 2, on est près de Montréal. On est entre Saint-Sauveur et Sainte-Adèle. C'est calme, on n'entend pas de bruit. On est vraiment dans un domaine particulier et on a un terrain qui est de toute beauté. On vous souhaite ce beau soleil toute la saison. Merci Marie-Christine, c'était un plaisir. Et Merci. venez nous voir. C'est là-dessus que se termine notre émission au 19e cette semaine. Ne manquez pas notre prochain rendez-vous alors que le joueur vedette du circuit PGA Tour, Rickie Fowler, sera des nôtres. Également comme invité, quelqu'un qui a compté un but, peut-être que oui, peut-être que non, à mes côtés des Nordiques de Québec et également Dominique Racine, nouvellement nommé directeur général de la PGA du Canada au Québec. Qu'est-ce que ça représente pour les golfeurs et pour les golfeurs professionnels? Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission au 19e, là où on entend bien sûr les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC, au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf, pour un nouvel élan.